Wim Wenders, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis 45 ans presque. Voilà, donc, on ne va pas jouer la comédie. Monsieur Simon. C'est vrai que une des caractéristiques de Wim Wenders parmi les grands cinéastes contemporains, c'est, et même pas seulement contemporains, les grands cinéastes en général, il a un intérêt particulier pour ce qu'on pourrait appeler le documentaire, ou on pourrait dire aussi l'essai cinématographique, comme il y a des romanciers qui écrivent aussi des essais. Lui, il fait des films de fiction très nombreux depuis ses débuts en 1970. Mais aussi une dizaine au moins de documentaires, donc d'essais sur les arts les plus divers. Et on va essayer d'illustrer dans cette discussion. J'ai choisi 5 extraits d'arts différents. Mais je voudrais d'abord commencer par une première question, c'est que Cioran, le grand philosophe ou essayiste justement, a écrit un livre qui s'appelle « Exercice d'admiration ». Et je pense que, Wim, plusieurs de tes films sont des exercices d'admiration. Aussi bien Yamamoto, le concepteur de mode, que Nicolas Ray, que Salgado récemment, que Pina Bausch. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé au départ, quand tu as pris des gens de cette dimension, pour leur témoigner d'une forme d'admiration ? Il y a plein de raisons de faire des films et tous les auteurs ont d'autres motivations et raisons. Et pour moi, la motivation la plus forte et celle qui me pousse, c'est d'aimer quelque chose. Et pas seulement d'aimer quelque chose, mais vouloir en savoir plus. Aimer quelque chose, ce qui reste mystérieux pour moi, et utiliser le cinéma, parce que ça se prête merveilleusement à des découvertes, à savoir plus pourquoi j'aime une personne ou ce que cette personne fait, et donc explorer son univers, comme je l'ai fait avec Yamamoto et la mode, ou Pina Bausch et la danse, ou Salgado et la photographie, et bientôt aussi avec l'architecture. Pour moi, le cinéma se prête merveilleusement à cette forme d'aventure. Est-ce qu'il y a aussi la curiosité qui joue un rôle ? D'abord, avant tout, parce que je ne sais pas assez. Je connaissais Pina Bausch depuis longtemps. Elle m'a fait pleurer comme personne d'autre. Et je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je ne savais pas ce qui était le secret de son travail. Et même chose avec Yamamoto. J'avais une petite idée ce qu'il y avait derrière son processus, mais j'avais vraiment aucune idée comment un fashion designer travaillait et arrivait à incorporer tant d'émotions dans son travail. Alors, ces films-là, c'était aussi des façons pour moi de satisfaire ma propre curiosité. Et le cinéma, c'est un outil formidable pour être curieux parce que ça permet de savoir plus de son sujet. Alors, sans que tu aies fait des blockbusters, c'est pas tellement ton genre, mais tu as fait... Malheureusement. Tu as fait des... Ah bon, je vais leur dire, alors, pour Star Wars... Surtout pas. Star Wars 8. Oui, tu as fait tout de même des films assez lourds au point de vue de la production, avec des vedettes, avec des équipes très importantes. Est-ce que le documentaire n'est pas une certaine façon de revenir à un travail basique avec des petites équipes, des caméras légères, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de respiration entre deux films plus importants par les moyens ? Je dirais même plus, pas seulement une respiration, je dirais même c'est une sorte de cure et je serais content si ça pourrait devenir obligatoire pour quelques-uns de mes collègues. Quelquefois, au lieu d'avoir
100 camions autour, derrière, d'avoir 2 gens à côté pour faire un film, c'est quelque chose qui purge et qui aide énormément à savoir ce qu'on fait et pourquoi on fait ça. Et avoir toujours les grands moyens, ça peut être extrêmement nocif. Et très souvent aussi, c'est un poids énorme de faire un grand film avec des grands moyens, quelquefois parce que ça joue aussi sur ta tête. Si tu as toujours 200 personnes à tes ordres, c'est pas si bien peut-être à la longue. Si tu fais un travail quand même assez solitaire, alors être solitaire, avoir seulement 2 personnes avec toi quand tu te rends à La Havane pour la première fois dans ta vie, ça c'est bien d'être là à La Havane avec 2 personnes qui eux aussi n'étaient jamais là et te jeter dans cette vie et cette musique pour connaître plus. C'est bien pour la tête aussi. Et donc je trouve que oui, ça devrait être obligatoire. Alors, on va pas, dans les extraits que j'ai choisis, il n'y a pas l'architecture, parce qu'il fallait tout de même une question de temps, mais en même temps, tu as fait 2 films autour de l'architecture, je pense, les cathédrales. De la culture, oui. Et puis d'autre part, If Buildings Could Talk, si les bâtiments pouvaient parler. Mais peut-être on pourrait parler brièvement de l'architecture, ton intérêt pour l'architecture, parce qu'il me semble que l'architecture, c'est l'art qui se rapproche le plus du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des plans qu'on dessine, etc., pour préparer le bâtiment, c'est le scénario. Il y a la fabrication, où l'architecte est un peu comme le metteur en scène, il a tous les corps de métier qui travaillent pour lui. Et puis le troisième le troisième aspect de l'architecture, c'est que ensuite, il faut aménager un espace pour que des gens y vivent, ou à l'hôpital, ou dans une bibliothèque, ou dans une maison, tout simplement, pour habiter cette maison. De la même façon que tu n'es pas un cinéaste underground, tu te soucies tout de même qu'il y a aussi des gens qui habitent les cinémas où se projettent tes films. Donc il faut penser au public. C'est un métier où le public est important. Les 2 métiers où le public vraiment est important. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison avec l'architecture ? Oui, comme tout ce genre de comparaison, ça a aussi des points qui ne marchent pas si bien. Une maison est utilisée d'une toute une autre manière une fois qu'elle est construite, un bâtiment qu'un film. Et bien sûr que je me sens toujours un peu responsable de tous les gens qui regardent mes films parce qu'ils habitent ces films. Pour un architecte, c'est quand même assez différent. Et j'ai quelques amis grands architectes avec lesquels on a pas mal souvent comparé nos travaux, le processus. Et c'est vrai, dans beaucoup de regards, c'est un travail très pareil. Surtout le rapport avec producteurs ou le rapport avec les commanditaires. Les commanditaires, voilà, c'est ça. Mais il y a quand même aussi des différences vraiment énormes. Et le vrai film sur l'architecture, je veux encore le faire. C'est un projet de long terme qu'on a commencé à tourner sur un architecte, c'est un architecte suisse, Peter Zumthor, et ça va durer encore quelques années. Et parce que l'architecture, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment aussi pour savoir qu'est-ce qui est tout au début, quand il n'y a encore rien, quand l'architecte voit pour la première fois sur le lieu, et il regarde le lieu, et en ce qui me concerne moi, le sens du lieu, c'est un sens que les architectes et les cinéastes ont vraiment en commun, doivent avoir en commun. Alors voir ce qu'il fait quand il regarde le lieu pour la première fois, comprendre le processus de construire quelque chose pour ce lieu et construire dans ce lieu, et après voir le lieu être habité ou avec des gens, ça c'est un film de long terme et essayer de le faire sur plusieurs projets où il n'y a encore rien et dans quelques années il y aura quelque chose. C'est vrai, c'est un truc que je voudrais faire depuis longtemps. On a fait cette série les cathédrales de la culture, c'était 5 metteurs en scène, 6.
dont j'étais seulement un. Moi, j'ai fait un film sur la Philharmonie de Berlin. Et parmi les buildings aussi, dans la série, il y a aussi le Centre Pompidou. Alors, 10 ans après ton premier film, Summer in the City, 1970, tu tournes ton premier portrait, ton premier essai, ton premier documentaire sur Nicolas Ray. Tu as fait déjà, après, 2 autres films sur des cinéastes. Il y a eu le film sur Ozu, Tokyo Ga, et puis le film sur les frères Skadanovsky, qui sont un peu les Lumières allemands, enfin, si on doit dire qui a inventé le cinéma. En tout cas, ils ont été parmi les premiers. Il y avait les Allemands. Thierry Frémaux n'est pas là, donc on peut le dire. Les frères Skadanovsky, qui ont été parmi les premiers, comme Edison aux États-Unis. Mais enfin, voilà. Donc j'ai choisi tout de même ce premier film documentaire, et aussi sur cette figure tutélaire qu'est Nicolas Ray, que tu allais rendre visite alors qu'il était atteint d'un cancer déjà assez prononcé. Donc on va voir un extrait de ce film, et peut-être justement commencer à parler de ton travail sur la matière filmique dans ce type de cinéma. Next movie. Bill? Yeah? Come on in. I want to read this introduction. Why did you write it? Oh, no. This is a film about a man who's an artist. He's 60 years old. He's made a lot of money in the art world on his early paintings. He's not been able to sell his current output, and has another great need beside money, which is to regain his own identity as fully as he can before he dies. He's fatally ill with cancer and knows it. To regain his own paintings, he steals them as well as he forges his work. He tries whenever possible to replace what he steals hanging in museums with his forgeries. This is what he enjoys doing the most. He's been living with his present lady for 5 years. He's 40 years her senior. Nevertheless, they live together in laughter and joy in a loft at Spring and Broadway. In the Soho neighborhood, his closest friend is a Chinese laundryman. He's become very close to Nick and manages to lend him money from time to time by scraping the barrel of his scrawny income. He's also ill with cancer. They both try to face it with humor, not always successfully. I kind of like that. Why making the detour of turning him into a painter? Because he's got your name? Why isn't he you? And why isn't he making films instead of painting? It's unique. Why take the step away? I guess if, okay. Why not turn it into a film about you? Then it has to be about you, too. I guess we just go on making those films, huh? Well, I have one action, which is to regain my self-image and my image in the rest of the world. And for you, you have to select your own action. We'll try until we find that which is closest to you. An actor has to work from a character whose needs are his greatest needs, his greatest personal needs. My action is going to be defined by yours. My action is going to be defined by your facing death. Well, that would mean you're stepping on my back, which I don't mind. Now, that's all I'm here for. Voilà, donc
Je suppose que pour toi, Nick Ray était une figure tutélaire, était un des grands cinéastes auxquels tu te référais. Tu l'avais fait jouer déjà comme acteur dans L'Ami américain, et ce qui est intéressant, parce qu'il fait référence à cela dans ce portrait, pas au rôle, mais à son scénario qu'il est en train d'écrire, où il faisait des faux tableaux, alors qu'il était censé être mort, il faisait des faux tableaux de lui-même. Donc il y a un rapport déjà entre ce personnage de L'Ami américain et puis le personne réelle de Nicolas Ray. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film? Bon, c'est Nick lui-même qui m'a poussé à faire ce film. Quand on a fait L'Ami américain ensemble, où il jouait ce rôle du peintre qui se forgeait lui-même, mais c'est de la fiction, il ne savait pas encore qu'il avait un cancer. 2 ans plus tard, après 2 traitements, il savait qu'il était incurable et qu'il était très proche de la mort. Et son plus grand envie, c'était de travailler encore une fois et surtout de rectifier l'image publique qu'il avait depuis son échec à Hollywood, où il a été chassé plutôt comme alcoolique, et depuis il n'a pas plus fait grand-chose dans la vie publique. Il a enseigné, il était un grand professeur d'acteur, mais dans l'opinion publique, c'était le drunkard, comment ça se dit en français, L'ivrogne. L'ivrogne qu'on a chassé d'Hollywood. Il voulait rectifier ça. Et elle m'a demandé si on pourrait faire un film ensemble où il pourrait en même temps travailler en affrontant la mort et rectifier son image. Et bon, je n'ai pas longtemps réfléchi, j'ai dit, bon, on y va. On a essayé d'établir une fiction, et justement, il parle de cette fiction, de son copain chinois, et du rôle qu'il voulait jouer du peintre, mais le cancer était si vite et avancé si vite que le film est devenu très vite un documentaire. Plutôt, tous les jours, ce qu'on avait prévu comme fiction n'était plus possible, mais de plus en plus, c'est devenu un cancer sur ces dernières semaines. Et c'était donc un drôle de mélange entre un effort de créer une fiction et la réalité qui dépassait chaque effort de fiction et qui lui permettait quand même de faire le travail qu'il voulait faire, rectifier son image, et ça lui permettait d'être entouré par une équipe de cinéma. Et nous, on s'est rendu compte peu à peu que c'était ça notre fonction, d'être autour de lui pendant ces dernières semaines, de l'accompagner. Et on a souvent parlé avec l'équipe, on n'était pas beaucoup, on était 5 ou 6, que c'était nous, ceux qui l'accompagnaient, et qu'on le ferait finalement aussi sans pellicule dans la caméra, mais comme lui, il insistait que ça deviendrait public, on avait de la pellicule, on a travaillé tout le temps avec de plus en plus d'angoisse et de plus en plus scrupules si on avait le droit de travailler avec quelqu'un qui allait mourir bientôt. Mais c'est lui qui voulait, qui nous poussait, et ces médecins qui nous disaient aussi que c'était une meilleure médecine que chaque chose qu'eux, ils pouvaient faire pour lui. Alors on a continué jusqu'au dernier moment. Alors, ce qui est très frappant aussi, c'est dans tes documentaires, c'est que tu te mets en scène, c'est-à-dire tu es présent dans tes documentaires. Il y a une tradition du documentaire, je pense évidemment l'exemple le plus célèbre, c'est Frédéric Wiseman, qui fait 30 films où on n'a jamais vu son visage, ou même Raymond Depardon. Alors que toi, tu t'impliques dans tes films, tu es présent. On va voir tout à l'heure l'extrait avec Yamamoto, pas dans tous les films, mais dans beaucoup de films, tu es présent. Donc c'est une forme hybride. Dans ce cas-là, c'est Nick qui m'a forcé, qui m'a dit, bon, il faut que tu sois dedans aussi. Si ça devient aussi personnel, tu ne peux pas rester derrière la caméra. Avec Yoji, ce n'était pas prévu au début, mais finalement, on est devenus des amis. Et j'ai fait aussi le film presque seul. Il y a plein de choses dans le film de Yamamoto où j'étais un one-man crew, j'ai fait tout.
le son et l'image et tout. Et finalement, aussi, c'est devenu un film, celui sur Yuji, sur nos deux métiers, son métier à lui et son métier à moi. Et comme il était devant la caméra tout le temps, à un moment donné, c'était nécessaire que moi je fasse la même chose. Sinon, je préfère rester derrière la caméra et c'est les seules exceptions. Les autres films, quelquefois on entend ma voix, mais même ça, je trouve qu'il ne faut pas nécessairement faire ça. Il y a des films aussi comme Pina où je reste complètement invisible et inaudible. Il y a aussi quelque chose d'hybride dans ton cinéma, on va le voir avec tous les extraits, il y a la coexistence de plusieurs formes. Par exemple, avec ce film-ci, et dans d'autres films, c'est l'utilisation de la vidéo. Il y a l'image 35 ou l'image 16 et l'image vidéo, ou alors le document, pas ici, mais dans d'autres films. Tu n'es pas à la recherche d'une sorte de forme pure, mais au contraire, la revendication d'un cinéma impur. Le cinéma, dans toute son histoire, a toujours pu faire autant que la technologie de l'époque a permis. Et moi, j'avais la bonne chance que j'ai commencé à un moment donné où on sentait encore tout ce qui venait du vieux cinéma, même du cinéma muet. Henri Alécon, avec lequel j'ai travaillé quand même dans 2 films, il avait commencé sa carrière encore dans le muet. J'ai travaillé avec des acteurs qui avaient déjà travaillé avec Fritz Lang dans le muet. Alors j'ai encore saisi un tout petit peu du début du cinéma et en même temps j'ai pu vivre l'arrivée de la vidéo. Et justement, Nix Movie, c'était le tout premier film dans lequel on voit des scènes filmées en vidéo en VHS. C'était la toute première fois. Parce que c'était l'année même où la toute première caméra consommateur est arrivée sur le marché en VHS. Et on l'a utilisée comme partie de la fiction. Il y a l'assistant de Nick qui commence à filmer tout en vidéo, mais il jouait un rôle. Et comme il y avait pour la première fois ce truc, c'était un grand sac qu'on portait autour de l'épaule et une caméra, tout était très grand. Aujourd'hui, c'est minuscule. À l'époque, c'était lourd. Et lui aussi, il disait, bon, si je porte déjà ce truc, je vais vraiment filmer. Alors, il a tout filmé en vidéo, en VHS, et c'était vraiment ridicule comme qualité. Vous vous rappelez peut-être, si vous êtes assez vieux. Et finalement, dans le montage du film, on a regardé ces bandes et on s'est rendu compte que sur ces bandes vidéo désastrueuses et moches et vraiment horribles, il y avait plus de vérité sur les concerts que dans nos images filmées en 35 mm. Et c'était dur à accepter mais que cette caméra vidéo avait un autre accès à la vérité que notre caméra cinéma. Et on a commencé à utiliser la vidéo. C'était tellement tôt qu'il n'y avait encore aucun procédé de transférer vidéo sur film. On a dû filmer devant un moniteur pour pouvoir utiliser dans la salle de montage. Et c'était pour la première fois qu'il y avait une rencontre de 2 technologies très très diverses dans un film. Et on a utilisé la VHS et la vidéo comme le concert à l'intérieur du film. Et bon, ça a changé énormément depuis, mais je trouve que même aujourd'hui, comme auteur ou avec son métier, on peut seulement faire ce que les outils permettent et ça permet de plus en plus. Et on peut faire du grand cinéma avec un iPhone aujourd'hui. C'est-à-dire, la technologie nous donne de tous les jours d'autres libertés de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça m'a toujours intéressé, surtout en regardant des autres artistes et d'autres procédés, de moi-même aussi utiliser des outils que je ne connaissais pas encore. Et je trouve qu'on travaille dans une époque vraiment incroyable du cinéma où des choses sont possibles que quand j'étais encore étudiant, personne n'aurait osé même rêver de ça.
Le côté hybride se retrouve aussi dans ce film entre la documentaire et la fiction. Parce que, évidemment, puisque dans le film, c'est un cinéaste qui imagine un film. D'ailleurs, le premier titre de Nick's Movie, c'était Lightning Over Water, qui était un des projets de Nicolas Ray, comme il te le racontait, les éclairs sur l'eau. Donc, il y a par exemple cette séquence d'une jonque, une jonque chinoise sur la mer. Donc, tu introduis la fiction à l'intérieur du document. On a introduit la jonque évoquée par Nicolas Ray lui-même, qui a utilisé comment ça se dit, a saying, une phrase qu'on utilise en anglais, taking a slow boat to China, ça veut dire affronter la mort. Alors il a utilisé plusieurs fois, de manière que finalement on a essayé de trouver un slow boat, et c'était une jonque chinoise, et on a filmé avec cette jonque chinoise après la mort de Nicolas, avec ses cendres à bord. On a fait un dernier voyage. On n'est pas arrivé en Chine quand même. Mais on s'est bien saoulé la gueule dans ce bateau. C'est ce qu'il voulait. Il voulait qu'on boit. On a fait nos devoirs, et j'ai jamais tourné autant de scènes hors focus. Je ne recommande pas un tournage sous l'influence. Alors on va passer de la Chine, puisqu'on évoquait la Chine, au Japon. Presque 10 ans plus tard, tu tournes donc Carnet de notes sur vêtements et villes, 1989, sur le grand modiste, je ne sais pas si on dit ça, Yohji Yamamoto. On dit ça? Je ne sais pas. Non. Costumier. Fashion designer. Fashion designer. Voilà. On dit en français couturier. Couturier, Un grand couturier. couturier. Voilà, grand merci. Yohji Yamamoto. Voilà. Carnet de notes sur vêtements et villes. Beaucoup tourné ici à Paris d'ailleurs. Which cities do you like, Yoji? 都会は大体みんな好きなんだけども、結構僕は日本人っていう感じよりも、僕が東京に生まれてから持ってる東京人間っていう感じが自分でも好きで、それは国籍不明の街で、特に僕らの世代の日本人っていうのは、特に東京や都会に生まれた人間たちは国籍不明の感覚があって、それはすごく好きです。かなり無責任な気分で、パリが好きなのはどう言ったらいいか、なんとなくこう散らかって勝手にしやがれっていう感じの街が好きで、特に空気が好きで、いつもこうピリッと肌寒い硬い空気がほっぺたをさしてくれる、そういう中表を歩くのが好きで、街でどこが好きかって聞かれたら多分パリと東京が好きだった。We're gonna bet. You gonna break? I'm gonna break, and we're gonna bet. How much? It's up to you. One game. 50 francs. My first encounter with Yohji Yamamoto was, in a way, an experience of identity. I bought a shirt and a jacket. You know the feeling. You put on new clothes, you look at yourself in the mirror, you're content, excited about your new skin. But with this shirt and this jacket, it was different. From the beginning, they were new and old at the same time. In the mirror, I saw me, of course, only better.
more me than before, and I had the strangest sensation. I was wearing, yes, I had no other words for it, I was wearing the shirt itself and the jacket itself. And in them I was myself. I felt protected like a knight in his armor. By what? By a shirt and a jacket. The label said Yohji Yamamoto. Who was he? What secret had he discovered, this Yamamoto? A shape, a cut, a fabric? None of these explained what I felt. It came from further away, from deeper. This jacket reminded me of my childhood and of my father, as if the essence of this memory were tailored into it, not in the details, rather woven into the cloth itself. Voilà, donc Tokyo, c'est évidemment une ville aussi qui t'attire beaucoup, le Japon, comme Chris Marker, tu aimes Tokyo et tu as tourné ce film, j'en ai parlé, sur Yasujiro Ozu. Tu commences au Centre Pompidou, Paris, qui est aussi une ville que tu affectionnes, où tu as tourné aussi des films de fiction. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ces deux séquences. La première, où on a la parole de Yamamoto, et la deuxième, où on a la parole de Wim Wenders, qui parle justement des costumes que fait Yamamoto. Comment s'est opéré ce tournage, et qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement? Enfin, tu l'exprimes très bien dans le film sur le rôle du vêtement pour l'identité d'une personne. Oui, c'est vraiment le sujet principal du film, c'est la notion de l'identité. Et comment cette notion réunit un couturier et un cinéaste, et comment, dans le travail qu'il fait lui et dans le travail que j'ai fait moi, on a les liens communs et on travaille sur la même matière de, si je peux dire, matière de l'identité. Et c'était tout à fait étonnant pour moi de découvrir son processus, de voir comment il travaillait avec des photos, des vieux films, de la mémoire, comment il se laissait inspirer par des habits qu'il découvert dans des photos du fin de siècle, par exemple, en Union soviétique ou en Alaska, c'est-à-dire quand il essayait de savoir ce que c'est un manteau, pourquoi les gens ont besoin d'un manteau, il a regardé les photos de manteaux depuis le début de la photographie pour définir ce que c'est un manteau et comment un manteau devient une protection, de combien le travail et l'identité d'une personne peut vraiment être définie par le manteau. Et bon, c'est seulement un exemple. Et on est devenu très proches parce qu'il m'a donné accès à chaque travail et même intime, même à des croquis, même à des moments d'insécurité, même à des moments où il a abandonné une idée. Et moi, j'avais l'impression que pour faire ce travail, je devais faire la même chose. Alors j'ai commencé de plus en plus à travailler tout seul. J'ai fait le film, finalement sans assistance, en personne, pour être nu ou exposé de la même manière que lui, et lui montrer aussi mes outils. Et j'ai commencé à tourner en vidéo, parce que ça me permettait de faire tout seul, avec ce qu'il y avait à l'époque, c'était Hi8, si vous vous rappelez ça. Et j'avais trouvé une vieille caméra de guerre, une caméra américaine de la Deuxième Guerre mondiale, une caméra qui servait surtout aux reporters de la Deuxième Guerre mondiale. C'était des AIMO américaines. Et ça me permettait de même tourner en 35 mm tout seul. Et donc, ces outils-là, lui, et mes outils à moi, et la correspondance qu'il y avait entre eux, et le processus
travailler sur une vérité et sur une notion d'identité. Ça nous a fait comme deux frères, et finalement, on a fini le film comme si on était deux frères. Et il est devenu mon frère japonais. Ce qui est intéressant aussi dans le film... Aîné d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que tu t'intéresses, c'est pas que tu t'intéresses plus, mais en tout cas, tu laisses une grande importance au travail des techniciens, des retoucheurs, des répétitions, qui occupent le premier plan, et à l'arrière-plan, il y a le défilé. C'est moins le défilé de mode qui t'intéresse que le travail véritablement sur le costume. Oui, mais c'est aussi c'est la même chose dans le cinéma. Ce qui est intéressant, c'est le travail de tous les techniciens. C'est pas le tournage, le grand tournage qui est intéressant, c'est le travail dans tous les détails. Et le défilé, c'est tellement un cliché. On le voit si souvent à la télévision. Mais ce qui est intéressant, ce qui se passe derrière la scène, la préparation. Ce qui est intéressant, c'est le jour avant. Ce qui est intéressant, c'est le soir avant, quand tout le monde, toute l'équipe qui a fait le défilé se voit pour une dernière fois. C'est-à-dire la déception, la joie, l'angoisse, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant que le défilé lui-même. Alors, j'ai passé mon propre temps backstage pendant le défilé, mais d'autres caméras ont témoigné la préparation et finalement, le moment le plus émotionnel, c'était le soir après le défilé de Yoji avec tous ses collaborateurs. Et ça aussi, ça m'a énormément ému que dans la mode, c'était la même chose que dans le cinéma. Ça se fait pas seul. C'est une équipe, comme au cinéma, où chacun a une fonction, chacun est indispensable, chacun veut faire son mieux. Et si on arrive à travailler dans une ambiance où chacun peut faire son mieux, c'est une grande joie. Et c'est comme ça qu'un film ou un défilé peuvent réussir si tout le monde fait son mieux. Et si tout le monde se sent impliqué et si tout le monde croit que tout reste sur elle ou lui. Et c'était comme ça avec Yoji. Et de voir l'épuisement de cette équipe à la fin de ce défilé de femmes qu'on a tourné ici à Paris, c'était vraiment pour moi complètement la même chose qu'après un jour de tournage, quand on est avec son équipe, ou le dernier jour de tournage, où on sait on doit ce film à chacun de ses techniciens. Et la qualité d'un film aussi, ça dépend de chaque électricien et de chaque technicien. Et si les gens s'impliquent et veulent donner leur mieux, ça devient un autre film que si tout le monde fait un boulot, quoi. Alors, Yamamoto dit, dans ton film, faire des robes pour les femmes, c'est ma façon de leur dire, est-ce que je peux vous aider? Et c'est intéressant parce que 2 ans plus tôt, au Festival de Cannes, tu disais des phrases qui sont un peu en écho, ou qui annoncent ce qu'il dit, quand tu disais « Je fais des films pour que les images du monde soient plus belles et le monde, à son tour, meilleur pour ceux qui les regardent. » Il y a presque un parallèle entre ce que dit Yamamoto et ce que tu dis. Aider les femmes et aider le public pour améliorer ceux qui les regardent. Bon, c'est la seule chose qu'on peut faire, aider le regard. Les cinéastes, nous, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer quelquefois les images du monde et un peu travailler sur le regard et que le regard devienne quelque chose qui est précieux, qui reste précieux aux gens. Et dans le cas de Yoji, il regarde sur l'image qu'une femme a d'elle-même. Il lutte contre les hauts talents, par exemple, il est presque militant, parce qu'il trouve que c'est une image de la femme qui a imposé et qui ne fait pas du bien à cette femme. Alors, c'est quelque chose d'assez militant en ce qui concerne, assez radical en ce qui concerne son idée de ce que les gens auraient vraiment besoin pour être bien. Au fond, tous ces films... Et ça, c'est une idée drôlement différente de la mode en général.
tous tes films, c'est sur des créateurs finalement. C'est-à-dire que pour toi, le créateur est celui qui apporte des choses au monde. Dans un monde où la guerre domine, où la violence domine, la pauvreté, le créateur est au centre de tes hommages. C'est vrai, je ne me suis pas rendu compte moi-même. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était quand même étonnant que tous mes documentaires parlaient d'une manière ou d'autre de gens qui créaient quelque chose. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vrai. Et que c'était peut-être parce que moi-même j'étais convaincu que la dernière grande aventure sur notre planète, c'est la création. Et je ne sais pas quels autres aventuriers j'aurais pu accompagner. Mon collègue Werner Herzog a accompagné d'autres sortes d'aventuriers. Il a grimpé des montagnes dans l'Everest avec des aventuriers, mais pour moi, la plus grande aventure, c'est vraiment la création et l'imagination et les gens qui travaillent dans l'utopie. Et pour moi, c'est les créateurs, c'était Pina Bausch, c'est Sebastião Salgado, ou dans ce cas-là, Yoji ou Nicolas Ray. Alors maintenant, un troisième extrait, Soul of a Man, 2004, une série de 7 films produits par Martin Scorsese qui en signe un des 7, avec aussi Clint Eastwood, et il te confie, te donne la liberté de faire un film sur le blues. Tous les films concernent le blues. Toi, tu prends un aspect du blues avec 2 de tes héros, Skip James et J.B. Lenoir, et tu ajoutes un autre bluesman qui est Blind Willie Johnson, qui va être présent dans cet extrait, Blind Willie Johnson. Donc on va pouvoir en parler après. Super. Among all these sounds from our planet, there's also music, traveling through space on the Voyager, representing human spirit from different cultures and time periods. And believe it or not, my voice is out here in space. Yeah. One of my songs was chosen to represent American music in the 20th century. It's a record I cut for Columbia in 1927 called Dark Was the Night. And I'm Blind Willie Johnson. By the year 2003, Voyager has gotten to the edge of our solar system. For my voice to reach you, it needs to travel more than half a day, at the speed of light, that is. Time is relative, and distance changes your perspective, I can tell you. Voilà, alors c'est de même que dans Nick's Movie, Nicolas Ray évoquait un peintre qu'il jouait dans l'ami américain. Ici, il y a un étrange écho aussi, puisque Dark Was the Night, la chanson donc, que chante, non pas d'ailleurs, ça sera intéressant de parler aussi du côté hybride de ce documentaire, puisque c'est un comédien qui joue le rôle de Blind Willie Johnson. Donc il y a une reconstitution, c'est en noir et blanc alors que le film est en couleur, mais cet extrait qui est comme une sorte de personnage que tu as réincarné dans un comédien. Et cette musique, donc, Dark Was the Night, c'était celle qui a inspiré le thème musical de Paris, Texas, composé par Ray Cooder, d'après justement cette chanson de Wild Billy Johnson, de Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson est un des plus grands bluesmen de tous les temps, un des plus grands musiciens de ce siècle, sauf il n'y avait pas une seule image de lui. Il n'y avait pas une seule photo de cet homme. Il y avait évidemment encore moins un bout de film. Il y avait un seul dessin de lui qui était sur un de ses disques. Et c'était un scandale. Je trouvais que ce grand homme de la musique américaine
est resté complètement inconnu. Alors, la seule chose qu'on avait de lui, c'était ses enregistrements des années fin 27. Alors, comme il n'y avait pas d'image de lui, il fallait bien l'inventer. Et on a donc tourné cette scène avec un guitariste, un grand guitariste aussi. Et lui a donné le playback du disque de 27, qui évidemment gratte pas mal. Et on a tourné ça avec une caméra à manivelle des années 20 parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On n'a pas pu construire des décors. Ça, c'est des décors Mississippi aujourd'hui, en 2006 à l'époque. Et le seul moyen qu'on avait, c'était donc cette caméra qui datait de la même époque quand il a enregistré sa musique, fin des années 20. Et avec ça, on a tourné. C'était pas facile parce qu'une caméra à manivelle, ça tourne irrégulièrement. Et faire un playback avec une caméra à manivelle, c'est complètement impossible. Et grâce à la technologie numérique, ça a pris des semaines et des semaines de synchroniser ces 2 minutes-là, seconde par seconde. On a dû avancer et synchroniser et prolonger l'image ou le raccourcir. Alors, c'est un travail assez minutieux pour réconcilier une vieille technologie qui était les premières caméras du cinéma avec une technologie contemporaine, parce que ce film-là, évidemment, le reste du film est tourné sur vidéo. Et on a donné donc une image, on a pu donner une image à un de mes grands héros, Blind Willie Johnson. Et c'est vrai, Ry Cooder a basé la musique de Paris, Texas sur les 5 notes de cette chanson. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'était déjà connu dans le 19e siècle comme chanson religieuse en Angleterre. Alors, c'est anonyme. Mais Ry a basé la musique de Paris, Texas là-dessus. Et aussi a toujours donné crédit à Blind Willie Johnson. Alors, Blind Willie Johnson, c'est le blues sacré, parce que le film propose le blues sacré et le blues profane. Et lui, il est vraiment l'incarnation du blues sacré. Oui. Et il y a plein de bluesmen qui ont poursuivi les 2 carrières, qui ont chanté des spirituels ou chanté dans l'église le dimanche, et le lundi soir, ils étaient dans les bars, où ils ont chanté le blues plutôt profane. Et très souvent, en ce qui concernait les instruments et la musique, c'était la même chose. Je crois que la musique folk, le jazz, le blues, a précédé même ton amour du cinéma. Je pense qu'au départ, c'était finalement la musique qui était plus au centre, et après, tu ne l'as jamais négligée, elle a toujours été très importante dans tes films, mais c'était tout de même, quand tu étais très jeune, c'était tout de même la première forme artistique qui t'attirait. Absolument. J'ai grandi en Allemagne des années 50 et 60. Le cinéma, ce n'était pas une profession possible. Le cinéma, ça n'a jamais traversé mon esprit qu'on pouvait devenir metteur en scène. C'était complètement hors de question. Jamais quelqu'un que j'ai connu ou moi-même a pensé à ça. J'ai fait quand même des films en Super 8 et tout ça, mais où j'ai photographié tout le temps, mais j'ai jamais cru que ça pourrait devenir une profession, une forme d'existence. J'ai adoré la peinture et surtout la musique. Et puis, quand j'avais 18 ans, et quand j'ai commencé pour la première fois que je pourrais devenir quoi que ce soit, c'est la musique qui m'a donné des idées. C'est la musique de tous les gens de mon âge, tous aussi, comme moi, étudiants en art, les Rolling Stones, ou Van Morrison, ou les Kings, ou Bob Dylan, toute cette génération qui a à peu près le même âge comme moi, qui se sont exprimés dans la musique, qui ont pris une musique ancienne, surtout le blues, qui ont transformé et en fait dans les années, depuis le début des années 60, une chose tout à fait excitante. Et c'est ça ce qui m'a donné le courage de moi aussi d'essayer ce que je pouvais faire moi-même. Et puis j'ai lentement découvert le cinéma comme possible voie, parce que au début, il n'y avait que la musique et la peinture.
Alors bon, on va passer parce que le temps passe vite, mais bon, il y a aussi cette hybridation entre ces images de science-fiction en couleur et puis cette imitation d'un vieux film des années 20. Cette idée de Voyager, celui-là. Ah oui, c'était heureusement qu'il y avait le Voyager parce que quand j'ai fait ce film sur 3 bluesmen, Blind Willie Johnson, Skip James et J.B. Lenoir, ils ne se connaissaient pas eux, entre eux. Ils étaient tous restés complètement inconnus. Bon, J.B. Lenoir vivait dans les années 50 et 60, il y avait au moins des photos, mais ils sont restés inconnus. C'est des musiciens, les musiciens les connaissent tous, mais le grand public les ignorait. Et faire un film sur 3 héros qui n'avaient pas de lien sauf moi, qui les aimait tous les 3, c'était pas facile. Et finalement, c'est le Voyager qui m'a beaucoup aidé quand j'ai découvert que leur musique était maintenant déjà en dehors de notre système solaire. Ça, quelque part, quelques martiens out there vont entendre Blind Willie Johnson, peut-être dans 1000 ans ou dans 1 million d'années, quelqu'un va attraper Voyager et s'étonner ce qu'il y a. C'était un disque, vous vous rendez pas compte. Voyage avec un disque, parce qu'il n'y avait pas à l'époque des supports numériques. Alors, ce qu'ils ont mis dans le Voyager, c'est un disque. Il faut un tourne-disque quelque part dans l'espace pour jouer cette musique. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, les Américains, mais enfin... Alors, il y a évidemment un autre film, on n'a pas le temps, c'est Buena Vista Social Club, un autre film sur la musique, cette fois-ci l'Amérique latine. Mais on va passer maintenant à la danse avec ta compatriote, Pina Bausch, ce film de 2011, Pina en 3D, formidable utilisation, une des rares utilisations vraiment intelligentes et créatrices de la 3D, qui donne beaucoup de films sans aucun intérêt du point de vue cinématographique, en tout cas sur l'image. Donc Pina, un extrait de Pina, vous êtes tous les deux de Düsseldorf, je crois, de la même ville, pas seulement compatriotes, mais... Elle est de Solingen, c'est à 20 km. Voilà. Ils ont déjà un accent différent. Comme Pina n'était pas prévue et qu'elle l'a fait parce qu'elle tu t'en rappelais jamais qu'elle le montrait, on lui a dit... Ah voilà, on le fait. Mais que en si fait, tu danses. elle le faisait parce que tu n'arrivais pas à te rappeler des trucs. Tu voulais toujours qu'elle soit là et qu'elle te... Qu'elle me montre les mouvements. Bien sûr. Oh non, t'exagères. Mais si, c'est vrai. Non. Mais si, c'est vrai. Non, j'ai insisté qu'elle danse. Je trouvais que c'était important qu'elle danse. Et c'était le seul moyen qu'on voit Pina. J'ai jamais voulu danser Café Muller. Quand Pina m'a demandé d'apprendre son rôle, j'ai dit oui. Mais je ne l'ai pas appris. J'avais envie qu'elle danse toujours. J'ai beaucoup vu Pina dans Café Muller. Et j'ai surtout essayé de sentir ce qui se passait à l'intérieur d'elle. C'était comme un trou dans son ventre, comme elle marchait. Comme si elle était au royaume des morts. Quand je me trouve là, sur scène aujourd'hui, j'essaie de me souvenir d'elle. Cette peine, en même temps cette force et cette solitude.
Voilà, donc la toute dernière image, c'est carnet de notes sur vêtements et paysages, on pourrait dire, et c'est aussi, ça montre l'extraordinaire diversité de ton approche de la réalité et du documentaire, puisque on voit à la fois au début deux personnes qui parlent, ensuite la miniaturisation, ensuite les vraies images de Pina Bausch, ensuite un ballet de Pina Bausch interprété par des danseurs, plus tard, après sa mort, et puis cette femme qui raconte en gros plan d'abord, puis ensuite dans la campagne avec ce vêtement. Donc c'est arrivé à fusionner autant d'éléments divers pour rendre compte de la réalité de Pina Bausch. On voulait faire ce film ensemble, Pina et moi. C'était le plan. Et puis elle est morte quelques semaines avant qu'on ait pu commencer. J'ai tout de suite abandonné le film et pour moi c'était impensable de le faire sans elle. Et quelques semaines plus tard, c'est les danseurs qui m'ont fait comprendre que on avait un devoir de le faire quand même, le film, et qu'il y avait la nécessité même pour eux de trouver un moyen de trouver un travail de deuil, et ce film serait la seule possibilité. Alors on a fait le film ensemble, les danseurs et moi, et depuis le début c'était un effort d'ensemble, d'un hommage à Pina, mais aussi d'un travail de deuil, parce que personne n'avait pu dire au revoir à Pina. Elle est vraiment partie d'un jour à l'autre. Et donc ce film a été fait vraiment par nous tous ensemble. On a dû inventer plein de choses parce que on ne savait pas comment rendre hommage à Pina. Et il y avait d'abord la nécessité d'enregistrer toutes ces pièces qu'elle avait encore. Elle a encore été présente pour les répétitions, alors il faisait tourner ces pièces. Et après, les pièces elles-mêmes n'étaient pas possiblement un film, il fallait trouver un moyen d'entrer dans l'univers de Pina avec les danseurs. Et on a trouvé donc des moyens, chacun des danseurs, à faire un hommage à elle, et moi de les filmer et de créer dans 2 heures, de recréer l'univers de Pina de manière que surtout les gens qui ne connaissaient pas la danse et qui ne connaissaient pas le travail de Pina Bausch seraient aussi émerveillés comme moi quand je l'ai vu pour la première fois. Et moi, mon première rencontre, c'était justement au Café Müller où on a vu un extrait avec Pina sur scène. Ça datait de début des années 80, cet extrait. Et c'était ma première rencontre avec elle quand j'ai vu cette pièce avec la musique de Purcell. C'est 6 personnages sur scène, 6, comment ça se dit en français? Dreamwalkers. Comment tu dis ça en français? Les Dreamwalkers. Somnambules. Somnambules. Les 6 somnambules. Sleepwalker. Oui, les 6 somnambules sur scène. C'était un travail sur hommes et femmes comme j'avais jamais vu dans le cinéma. C'était d'une force émotionnelle comme aucun film m'a jamais ému. J'ai pas voulu voir cette pièce à l'époque. C'était à Venise. J'ai fait mon mieux pour éviter. Ma copine m'a voulu entraîner dans cette pièce de Pina Bausch. Je ne voulais pas. Et finalement, j'ai dit oui, d'accord. Et puis, je me suis trouvé dans le théâtre La Fénice en train de pleurer comme un petit garçon pendant les 30 minutes que dure cette pièce. Et ça m'a ému comme rien m'a jamais ému avant et après. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et depuis, je voulais savoir c'est quoi son travail. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec des moyens qui sont très différents des moyens du cinéma. Qu'est-ce qu'elle sait faire avec pas tellement la danse. Très souvent, c'est pas tellement la danse. C'est quelquefois des mouvements et des rencontres très simples qu'elle met en scène, sur la scène. Avec des danseurs, oui, toujours des danseurs. Et quelquefois, ça incorpore aussi des éléments vraiment de danse. Mais très souvent, c'est plutôt théâtre
où c'est plutôt une étude de gestuels entre hommes et femmes. Et dans l'ensemble, ça a donné quelque chose qui n'existait pas avant et que, au moins, moi, j'avais jamais vu et qui était donc incroyablement efficace. Et c'est depuis cette première fois que j'ai vu Pina en 84 qu'on a voulu faire ce film. Et finalement, qu'on a pu le faire, c'était trop tard et elle est morte juste un peu avant. Donc, on a dû inventer plein de choses parce qu'on n'était pas préparé à faire ce film. On était préparé à faire un film avec Pina, on n'était pas préparé à faire un film sans Pina. On a dû l'inventer avec tous les moyens possibles pendant toute une année entre les danseurs et moi. Donc, moi j'aurais aimé parler aussi du travail justement sur la 3D avec la stéréographie, avec Alain Derobe. Vous avez travaillé c'est un des films un des très rares films, comme je le disais tout à l'heure, qui utilise vraiment la 3D de façon artistique. Mais le temps nous presse, donc on va passer au dernier extrait qui est Le sel de la terre, sur évidemment le grand photographe Salgado, un film d'il y a maintenant, ça va faire 2 ans, qui a été montré au Festival de Cannes en 2014. Donc on va passer l'extrait du sel de la terre et parler d'une autre de tes activités, parce que tu n'es pas seulement essayiste, cinéaste, mais aussi, bien sûr, photographe, avec ta femme, Donata, qui fait aussi de la photographie. Donc on va voir un extrait du sel de la terre. La main de l'homme réunit enfin l'économiste que fut Sebastião et l'artiste qu'il est devenu. Les photos paraissent dans les grands magazines, l'exposition fait le tour du monde et le livre est traduit dans plusieurs langues. Mais Sebastião et Lélia ne s'arrêtent pas là. Ils se mettent tout de suite au travail pour aller vers une autre grande étape de sa photographie. Ils se rendent compte qu'un des sujets majeurs de notre époque est le déplacement de populations entières dues aux guerres, aux famines ou aux règles du marché global. Alors, au moment où l'Europe se met à fermer ses frontières, Sebastião veut mettre en lumière le sort des exclus. Lélia l'accompagne dans la recherche et la préparation du sujet, et elle est encore la force motrice de ce nouveau chapitre de leur vie qu'ils vont appeler Exode. Il fait prendre conscience au monde entier du sort de tous ces réfugiés, en Inde, au Vietnam, aux Philippines, en Amérique latine, en Palestine, en Irak et dans tant d'autres endroits. Mais Sebastião ne cesse de revenir au continent qui le captive depuis longtemps, l'Afrique. Je faisais mon projet sur les mouvements de population en 1994, quand le président de Rwanda, son avion a été abattu. Ça a commencé un grand mouvement de population vers la Tanzanie parce que ça commence une répression brutale contre les Tutsis au Rwanda. Et là, j'étais un des premiers personnes arrivées. Et c'était une catastrophe partout. Des gens qui ont fui vers le Burundi, vers le Congo, vers l'Ouganda. Ils sont partis de partout. Les routes, déjà, pleines de gens. Des gens qui dormaient un peu au bord des routes, qui amenaient toutes ces affaires sur des bicyclettes. Les gens fouillaient avec ce qu'ils pouvaient fouiller. Voilà, donc ce film que tu as réalisé avec Giuliano, le fils de Salgado, là aussi, en quelques minutes, 3 minutes, 2 minutes 30, on voit aussi une hybridation, les photos. Alors, tu es photographe, tu as connu sa photographie très tôt. Le noir et blanc, la voix de Salgado, ta voix, enfin, encore une fois, c'est très, très composite comme esthétique. Et en même temps, avant, il me semble aussi que la photo de Salgado est un peu
très différente de ton cinéma, parce qu'il y a une théâtralisation chez Salgado qui est presque à l'opposé de ce que tu fais dans tes films. Absolument. Je connaissais sa photographie depuis 20 ans. Je l'admirais énormément et je ne comprenais pas du tout comment un homme était capable de faire ce genre de travail, de rencontrer autant de gens, de passer autant de temps au fin fond du monde. Et évidemment, il passait le temps avec ces gens. C'était pas un photographe qui arrivait un jour et partait l'autre jour. C'est quelqu'un qui restait pendant des mois, quelquefois, dans les régions où il a voyagé, même dans les régions de famine ou de guerre. Il s'est impliqué et je trouvais qu'il avait gagné d'une autre manière le droit de photographier. Et finalement, je me suis rendu compte, je l'aimais tellement, et chaque fois que je répondais à la question qui est ton photographe préféré, je disais Salgado, et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas. Et à travers en commun un ami italien, j'ai su qu'il vivait à Paris, et je suis allé et j'ai frappé à sa porte. Il était là, et on s'est connus un peu, il a commencé à me montrer son atelier. On est allé dîner ensemble, on a vu des matchs de foot ensemble et ça crée quand même des liens spéciaux. Et finalement, on est devenus des amis et finalement, un jour, l'idée était sur la table parce que son fils avait déjà commencé un projet de film entre père et fils, ce qui est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ils m'ont demandé si je ne pourrais pas les joindre et si on ne pourrait pas faire un film ensemble. Et j'ai dit oui, croyant que ce serait une affaire de 3 mois, et c'est devenu 3 ans, finalement, et aussi une forme d'accompagnement jusqu'au fond, et finalement j'ai compris ce que c'était, ce qui a poussé cet homme, et que derrière sa carrière de photographe, il y avait encore toute une autre carrière que j'ignorais complètement, d'écologiste. Et donc, de nouveau, faire un film, c'était un moyen très privilégié de satisfaire une curiosité et de découvrir des choses dont j'avais aucune idée avant. On a commencé par un extrait d'un film sur un cinéaste, qui est ton activité, et on termine sur un extrait sur un photographe qui est ton autre activité. Tu as publié plusieurs livres très beaux de photographie, de grands espaces en particulier, américains. Et comment on filme la photographie? C'est assez impossible. La photographie ne se prête pas vraiment pour faire un film. Et si je n'avais pas compris dans nos rencontres avec Sébastien et moi, et quand il m'a montré son travail, juste tout à fait avant l'idée d'un film, si je n'avais pas compris qu'il était aussi un grand narrateur, je n'aurais pas osé faire ce film. Mais comme j'ai compris qu'il avait une énorme richesse et tas d'histoires à raconter sur chaque photo, il connaissait aussi, parce qu'il faisait toujours des grandes recherches, il connaissait la politique, la sociologie, il connaissait tout ce qu'il fallait savoir sur les sujets qu'il a photographiés. Alors, finalement, je me suis rendu compte que c'était un grand narrateur et c'était quelqu'un qui avait vu le monde comme personne d'autre a vu le XXe siècle et qu'on pouvait faire le film si on pourrait le faire raconter. Et puis, c'est ça ce qui a fait le film, finalement, que j'ai su comment un photographe pourrait raconter sur toutes ces photos. Il ne te reste plus qu'à faire un film sur un écrivain, sur comment filmer le livre. Ça va sortir cet été. Déjà, Everything Will Be Fine était un peu un film sur un écrivain. Et là, j'ai fait un film d'après une pièce de Peter Handke, où j'ai ajouté le rôle de l'écrivain, et ça s'appelle Les Beaux Jours d'Aranjuez. C'est un film qu'on a tourné l'été dernier, ici à Paris, près de Paris, et qui va sortir cet été. Et ça, c'est un film sur un écrivain. Et d'ailleurs, c'est la profession que j'avais le plus explorée dans les films avant. Déjà, Faux Mouvement, c'est un film sur un écrivain.
Jusqu'au bout du monde, si on veut, il est le narrateur et un écrivain qui accompagne cette histoire. Et aussi Everything Will Be Fine. Alors, je me suis déjà assez intéressé à cette profession. Et je parlais d'un essai sur l'écrivain, comme des essais sur la danse. Mais, je ne sais pas. Un écrivain, suivre un écrivain en train de travailler, ça doit être vachement passionnant de le voir écrire. Déjà dans le cinéma, c'est pas trop... Andy Warhol aurait fait un film sur quelqu'un qui écrit pendant 12 heures. Oui, et moi je serais la seule personne qui l'avait vu. Je suis un des rares personnes qui avait vu tout le film sur le Empire State Building dans toute sa longueur de 18 heures. Il n'y a pas lui ne l'a jamais tenté. Non, mais lui ne l'a pas vu, mais moi je l'ai vu. Je me suis endormi plusieurs fois, mais c'était permis. Tu t'es endormi et c'était Sleep, tu étais dans Sleep. Oui. Mais faire un film sur un écrivain, déjà dans une fiction, voir quelqu'un écrire, c'est dangereux comme tout. Hein. Et aussi les peintres, les voir au travail, c'est très dangereux dans le cinéma. Hein. Tu as vu le film Turner, sur William Turner? Oui. Là, c'est réussi. Là, pour la première fois, j'ai vu un film sur un peintre où je me suis dit, voilà, il a compris. Mais il y a Jane Campion aussi sur un poète, sur Keats. Voilà, Keats, oui, voilà, tu vois, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup, Wim Wenders. Donc, voilà. Merci. C'est dommage. C'est bien. Il y a des gens qui vont rester pour jusqu'au bout du monde. Parce que là, je ne vous dis pas, hein. C'est le film le plus ambitionné que j'ai fait dans ma vie. Et finalement, on peut le voir maintenant, 25 ans plus tard. À l'époque, j'étais forcé à le sortir dans une version Reader's Digest, c'est-à-dire la moitié du film. Maintenant, on le voit dans toute sa splendeur et on voit vraiment pourquoi on a voulu faire le film, ce voyage autour du monde. On voit pourquoi il y a tous ces musiciens qui ont collaboré à ce film. Il y a une pause, je crois, au milieu, mais la deuxième moitié, c'est encore mieux que la première. Merci.